Comment limiter, pour ne pas dire réduire, la consommation de la viande de brousse dans des milieux urbains, si vous voulez, dans de grandes villes? C'est la thématique que nous allons aborder ce soir dans le cadre de votre magazine d'actualité Savoir en parler, ce partant d'une grande activité qui a été menée le vendredi dernier par la Wildlife Conservation Society, WCS. Et ce soir, avec Daniel Moukoubi, expert en biodiversité, nous allons nous appesantir sur cette question pour voir la possibilité d'atteindre cet objectif de réduction, bien évidemment, de la consommation de la viande de brousse dans de grandes villes, pas seulement Kinshasa, mais aussi toutes les grandes villes, même de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aller à Brazzaville en face, pourquoi pas à Pointe-Noire, et ainsi de suite, pour que nous puissions réduire cette grande pression qui s'exerce sur la biodiversité. Et Daniel Moukoubi nous a déjà rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Michel Loukoki. Voilà, un grand plaisir de vous avoir une fois de plus. Le plaisir sur ce plateau de Savoir en parler. Partagé. Alors, nous allons en parler, bien évidemment, parler justement de cette question que j'ai évoquée à l'entame, la réduction de la consommation de la viande de brousse. Il faut dire que l'objectif est de réduire cette grande pression qui s'exerce sur la biodiversité. On se rappellera même de la célébration du 3 mars sur la vie sauvage. Et ça veut dire que ça vaut la peine que nous évoquions de tels sujets. Tout à fait, c'est une grande préoccupation aujourd'hui au niveau international, même dans toutes les réunions internationales, dans les COP qui sont en vue. Il y a la COP 26 qui est déjà qui va se tenir au mois de novembre ici à Glasgow. Il y a la COP 15 de la biodiversité qui commence du 11 au 15 octobre. Ça sera en ligne, cette première partie. Et la deuxième partie sera en présentiel en Chine, à Kunming, au mois de fin avril, début mai. Mais entre-temps, il y aura aussi la réunion qui va se tenir en Suisse, à Genève, au mois de janvier ici. Donc, dans toutes ces réunions-là, vous allez constater que la question relative à la faune sauvage, à la viande de brousse, surtout en Afrique, a une grande importance. Et c'est pourquoi même il y a des orientations qui sont données dans les cadres de certaines de ces conventions, notamment la Convention sur la diversité biologique, pour que les pays puissent avoir une directive à mettre en place en vue de sauver la vie sauvage. Alors, il faut le faire, mais ce n'est pas aussi facile d'atteindre cet objectif parce que, vous le savez, dans la plupart des cas, certains de nos compatriotes sont déjà habitués à ce mode de vie, à cette consommation de cette viande de brousse. Alors, casser directement ce rythme, ça ne sera pas aussi facile. Mais le constat est amer. C'est-à-dire que la viande de brousse, qui était en train d'être trouvée très très facilement dans les années passées, aujourd'hui ça devient difficile. Dans les forêts, c'est vide. Oh, oui, les forêts sont en train vraiment de se vider. Auparavant, nous qui avions habité le village, juste derrière la case des grands-mères, il y avait déjà des singes, il y avait des pangolins, il y avait des porcs-épics. On pouvait trouver des gibiers facilement. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Il faut aller au fin fond de la forêt, il faut aller loin. Tout ça pourquoi? Parce que maintenant, les gibiers ont fait objet des pressions, des menaces qui sont causées la plupart du temps par une grande menace et une grande demande plutôt au niveau des centres urbains et même périurbains. Et on a constaté que c'est ça vraiment le danger, parce que la chasse telle que pratiquée traditionnellement par les communautés locales, par les peuples autochtones, n'avait pas beaucoup de danger sur la faune sauvage. Mais avec une forte demande, quand la chasse, les produits de chasse sont maintenant commercialisés jusque dans des grandes villes, dans des mégapoles qui sont vraiment avec une croissance démographique très très accentuée et la demande en viande de brousse devient très très énorme, à ce moment-là, il y a danger, la pression est augmentée et quand la pression s'augmente, c'est la faune sauvage qui en pâtit et on n'a plus, comme on l'a décrié, de calendrier de chasse, il n'y a plus
le strict respect des normes éditées en la matière, déjà vous allez constater que notre loi sur la chasse date de l'année 1982, de l'époque coloniale. Mais aujourd'hui, non, c'est juste l'époque post-coloniale, mais déjà 82, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, ce sont des trucs qu'il faut réformer. Ce sont des trucs qu'il faut réviser. Et on ne contrôle pas, par exemple, le matériel de chasse, les méthodes de chasse, les instruments qu'on utilise, les outils, etc. Et tout ça, ça constitue vraiment des dangers permanents qui guettent les espèces sauvages. Et maintenant, donc, il est adéquat mettre en place des activités qui vont permettre, n'est-ce pas, de réguler cette question. Très bien, mais il faut le faire. Alors, nous allons nous apaisantir un peu sur cette grande agglomération que nous appelons Kinshasa, parce qu'il s'observe qu'il y a une certaine pression aussi qui s'exerce à travers cette grande ville. Alors, quels sont les différents facteurs qui entrent en compte justement pour faire en sorte que cette ville de Kinshasa devienne une mégapole qui constitue, qui exerce une certaine pression sur justement cette biodiversité que l'on s'est retrouvé au niveau des espaces forestiers, alors qu'il y a quand même des kilomètres à parcourir pour atteindre les grandes forêts, par exemple, chez nous. Oui, parce que la pauvreté a élu domicile nos milliers de campagnes. Ah, d'accord. À ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle l'exode rural. Et donc, les gens ont quitté la campagne pour venir en ville. Et ils ont gardé les habitudes des campagnes, les habitudes alimentaires par exemple. Ils aiment des trucs qui viennent de la forêt. Et maintenant, avec la pauvreté n'est pas restée seulement au niveau des campagnes, mais la pauvreté est notamment aussi dans des grandes villes. Et dans les grandes villes, c'est vraiment beaucoup accentué par le fait du chômage. Et le chômage, là, en grande ville, quand les gens n'ont pas vraiment des moyens pour subvenir à leurs besoins, et ils commencent à faire appel au village, aux tantes, aux cousins, aux oncles, qui sont chasseurs et qui vivent, par exemple, de produits de chasse, pour qu'ils commencent à envoyer des colis ici et ça commence à faire une sorte de business. Et quand les produits de chasse deviennent des affaires de commerce, à ce moment-là, il y a danger. Voilà un peu ce qui accentue le niveau de consommation de viande de brousse en ville. Parce que la plupart des gens qui sont nés en ville et qui grandissent en ville n'ont pas ces habitudes-là, par exemple, de consommer la viande sauvage. Mais les générations, par exemple, qui ont existé avant en campagne et qui sont maintenant en ville, ont toujours cette nostalgie-là de la consommation de viande de brousse. Et ça accentue justement cette pression qui s'exerce sur cette biodiversité. Tout à fait. Et avec ça, avec le fait que l'on ne fait que bafouer toutes les différentes lois que nous avons, réglementations, alors on est plongé dans la situation. Et si on ne fait pas attention, toute cette biodiversité que l'on s'est retrouvée dans nos forêts va disparaître, et avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Tout à fait, c'est ça justement l'enjeu. C'est-à-dire on craint que la biodiversité disparaisse, parce qu'il y a des espèces qu'on trouvait couramment dans la chasse, mais aujourd'hui on ne les trouve presque plus. C'est-à-dire que c'est soit en voie d'extinction, soit c'est déjà éteint, y compris les poissons. Vous savez, même nos forêts, ils ont des rivières, et ces rivières-là sont quand même remplies de poissons. Et même dans les espèces de poissons, vous savez que la RDC a beaucoup d'espèces endémiques de poissons, mais il y a des espèces de poissons qu'on capturait même à filet comme ça, ou bien à hameçon, etc. Mais aujourd'hui, on ne parvient plus à trouver parce que justement, il y avait des méthodes de pêche qui ne sont pas réglementées, il y avait des outils de pêche qui ne respectaient pas les normes, et tout ça, ça a constitué une sorte de menace et qui a accéléré un peu le processus de disparition des espèces. Alors, puisque nous parlons de cette question, nous allons revenir sur cette grande activité organisée par WCS en vue justement de lancer une campagne qui devrait aboutir à cette réduction de la consommation de la viande de brousse en milieu urbain. Et nous allons vous laisser suivre cet élément et puis nous allons revenir sur ce plateau pour poursuivre justement cette analyse avec Daniel Moukoubi, expert en biodiversité.
Wildlife Conservation Society, WC sans sigle, a réuni le vendredi 17 septembre à Kinshasa ce partenaire pour réfléchir sur comment réduire la menace qui pèse sur la faune sauvage en RDC. Une menace soutenue par la surconsommation de la viande de brousse dans les grandes villes, surtout à Kinshasa. De la viande de brousse dans les villes telles que nous l'avons constaté, c'est que on a mis 4 catégories. On a mis ceux qui ne mangent jamais de la viande de brousse. On a mis ceux qui mangent rarement la viande de brousse. Ceux qui mangent occasionnellement et ceux qui mangent souvent. Occasionnellement, ça veut dire une fois tous les 3 mois. On peut trouver une solution. Donc on travaille avec les gouvernements. C'est très important pour nous, tout le travail qu'on fait avec les gouvernements. Et la campagne, la première phase de la campagne, elle a été lancée en mars par les gouvernements congolais. On travaille avec des conseillères techniques qui ne sont pas seulement sur la biodiversité, sur l'écologie. Cette campagne vise à résoudre le problème lié à l'extinction de certaines espèces animales. La WCS travaille avec une coalition d'organisations locales dans le développement d'une campagne de changement des comportements qui s'inscrit dans la ligne droite du plan d'action du gouvernement. Une manière de renforcer l'engagement de l'État congolais dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Plusieurs stratégies sont mises en place pour pousser les Kinois à réduire leur dépendance à la consommation de la viande des brousses. Je trouve que ça répond déjà parce que là il y a un processus de suivi et évaluation. Ça c'est très clair. Et je pense que en arrivant à ce niveau-là, les indicateurs seront très clairement définis pour pouvoir évaluer à des différentes séquences pour voir comment le comportement des gens est en train d'évoluer. Ça, c'est très positif. Il y a peut-être une suggestion à ce niveau. Aujourd'hui, c'est une restitution qui se fait au niveau institutionnel. J'aurais souhaité WCS, qui est notre partenaire privilégié, un de nos partenaires privilégiés, qui trouve aussi une opportunité de se rapprocher de l'ICCN. Et vous savez, les aires protégées sont toujours entourées de grandes agglomérations. Le travail qui vient de se faire ici, si nous l'étendons au niveau des agglomérations qui entourent les aires protégées, je crois que ça pourra aussi donner un impact très très visible. Donc c'est une proposition. Après, au niveau institutionnel, se rapprocher un peu en restreint à l'ICCN. Pourquoi pas au niveau central, parce que nous avons une stratégie de conservation communautaire où nous développons quand même assez de choses où on pourrait intégrer ça. C'est un outil très important, je trouve, qu'on pourrait maintenant vulgariser au niveau de tous les sites. Merci beaucoup. C'est un atelier qui valait vraiment de la peine puisqu'il a visé la restitution des recherches, des études réalisées par ce projet depuis 2017-2018. C'était un travail très bien peaufiné. Malheureusement, il n'était pas connu. Cet atelier nous a offert l'occasion de rendre publics les résultats de leurs recherches. Et le plus important, c'est que nous tous les acteurs concernés, puissions nous approprier de ces recommandations et des pertinentes conclusions. Mais sinon, c'est un atelier qui vise à nous sensibiliser et à nous doter également des outils pour pouvoir sensibiliser la population, notamment celle vivant dans la ville de Kinshasa, à pouvoir, dans l'optique de la protection de la faune sauvage, à pouvoir réduire la consommation de la viande de brousse. Ah oui, du choc des idées jaillit la lumière. Le projet a mené ses études, il a réalisé ses recherches, il a partagé avec nous les résultats de ses recherches. Et au cours de l'atelier, nous avons étoffé les travaux qu'ils nous ont présentés. Nous avons renforcé aussi en termes des recommandations. Je pense que nos idées novatrices pourront fédérer avec les leurs pour que le travail soit fait, surtout au niveau de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est comme on l'a dit au cours des travaux, la sensibilisation ne veut pas dire qu'on doit impérativement avoir les résultats dans l'immédiat. Donc il faut toujours commencer, mais jamais
avoir peur. Donc on ne soit pas négationniste ni peureux. Allons-y, espérons que la consommation de la viande de brousse dans des centres urbains pourra du jour au lendemain diminuer pour que la viande de brousse ou mieux les espèces fauniques qui vivent dans la forêt soient préservées, puisque parmi la viande de brousse qu'on mange ou qu'on retrouve, il y a celles dont les animaux sont totalement protégés. Mais voilà, on les retrouve dans des marchés et ça vient finir leurs courses dans nos assiettes. C'est vraiment malheureux. Les commerces de la viande de brousse représentent une menace croissante pour la faune de la RDC et la surconsommation de cette viande dans les grandes villes expose à la malnutrition des communautés locales qui en dépendent. La campagne vise le changement des comportements des consommateurs de viande de brousse de Kinshasa et de Brazzaville. Et voilà, de retour sur ce plateau, Daniel Moukoubi, vous avez quand même pris part aussi à cet atelier. On s'est rendu compte que dans le cadre de cette campagne, on a voulu plus sensibiliser les populations des centres urbains. Et pourtant, on s'est dit que c'est au niveau dans les milieux ruraux que l'on exerce justement des activités qui vont dans le sens de mettre une pression sur la biodiversité. Alors, comment on peut expliquer cette façon de faire les choses par WPSS à travers justement ce programme ou cette campagne? En fait, dans le cadre de la gestion des projets, ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, il y a ce qu'on appelle l'écologie du projet. L'écologie du projet consiste à voir autour du projet. Qu'est-ce qui se fait autour du projet? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui abordent la même thématique? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le même centre d'intérêt? Et à ce moment-là, si on voit par exemple qu'un projet est déjà à ce niveau-là, dans ce contexte, et est en train de faire les activités au même endroit, pourquoi un autre projet va venir faire la même chose? Ça sera au fait une multiplication. On s'est dit qu'en amont, il y a déjà beaucoup de projets dans ce sens. Oui, il fallait maintenant aller au-delà. Parce qu'il y a par exemple le programme de gestion durable de la faune sauvage, SWIM, qui est sur terrain par exemple au niveau de la réserve de faune à Okapi, à Epoulou, et qui est en train de faire des activités pour essayer de traiter les problèmes à la base. Où les communautés chasseurs se trouvent là-bas, où il y a les peuples autochtones qui vivent de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Et maintenant, il y a le projet Kibra qui vient maintenant pour, n'est-ce pas, sensibiliser la population au niveau des centres urbains. C'est-à-dire que s'il y a une forte pression sur la chasse à la base, c'est parce que les chasseurs ont maintenant une forte demande qui provient des centres urbains. Donc, en plus des projets qui sont en activité au niveau communautaire, au niveau des forêts, il y a aussi des projets qui devraient être en train de se poursuivre au niveau des centres urbains. C'est pourquoi le projet Kibra a constaté que, par exemple, les fortes demandes des forêts dans notre espace viennent de Pointe-Noire, viennent de Brazzaville, viennent de Kinshasa. Il fallait maintenant mener les études et les enquêtes dans ces mégapoles pour essayer de voir quel est le comportement des individus face à la demande en viande de brousse. Et ça veut dire que c'est un problème énorme. On s'est rendu compte qu'il y a cette pression, comme vous l'aviez dit, et qu'il fallait partir, puisqu'il existait déjà des projets qui travaillent au niveau des communautés, notamment riveraines de nos forêts, de nos aires protégées. Alors, il fallait travailler au niveau des centres urbains. Mais est-ce qu'on a pu cibler? Parce que vous l'aviez dit, il y a des Séquinois qui sont nés à Kinshasa, qui n'ont jamais pensé consommer une viande de brousse, mais que cet exode rural qui continue à battre son plein, qui fait que beaucoup de nos compatriotes qui vivaient dans des milieux ruraux viennent s'installer à Kinshasa, et ils viennent rencontrer cette pauvreté, ils viennent avec leurs habitudes et qui leur pousse justement à recourir justement à leurs frères et sœurs, tantes, oncles qui sont restés dans les milieux ruraux pour leur demander justement cette viande de brousse. Alors,
le travail qui devait être fait en termes de sensibilisation par rapport à cette population-là de Kinshasa ou de Brazzaville, des Pointes Noires, devait partir de quelle manière pour que finalement on arrive à sensibiliser tous les ménages, pas seulement ceux qui sont venus de là, mais aussi ceux qui sont à Kinshasa qui seraient tentés aussi de consommer cette même viande de brousse. Tout à fait. C'est une étude qui a été mise en place. C'est une étude qui a été diligentée au niveau des centres urbains, notamment à Kinshasa. Et c'est parti sur base d'une méthodologie scientifique. Laquelle? Où on a mis en place un protocole de recherche et un protocole d'enquête. Et l'enquête a ciblé toutes les communes, par exemple, de la ville de Kinshasa. Et on a essayé de voir ceux qui mangent le poisson, ceux qui mangent en fait la viande de brousse, on l'a suivi dans la vidéo qui a été projetée, ceux qui mangent souvent, ceux qui mangent rarement, ceux qui mangent régulièrement et ceux qui ne mangent jamais. Tout ça, ça a été prouvé dans l'étude. C'est dans l'étude qu'on a vu. Et placé dans un tableau pour voir la fréquence en termes de consommation. Tout à fait. La tranche d'âge de ceux qui sont en train de demander la viande de brousse a été mise en exergue. On a mis en évidence aussi le comportement de ceux qui consomment la viande de brousse. Est-ce qu'ils sont des travailleurs? Est-ce qu'ils ont de l'argent, des moyens pour se procurer la viande de brousse qui coûte déjà relativement cher, etc. Et c'est l'étude qui a révélé tout ça. On a trouvé que ce sont la plupart du temps des jeunes hommes âgés, soit 30 à 45 à 49 ans. Il y a aussi des femmes qui sont dans la filière parce que la plupart du temps, c'est elles qui préparent, même dans les restaurants ou bien dans les maléwas ou bien même dans nos maisons. Et puis, il y a des jeunes filles qui commencent à s'intéresser à la filière viande de brousse. Et donc, c'est à l'issue de cette étude-là qu'on a essayé de voir le comportement de la population vis-à-vis de la demande croissante de la viande de brousse. Si on prend le cas des restaurants, par exemple, parce que vous avez évoqué aussi cet aspect, on se rend compte qu'avec certaines personnes, vous savez, nos compatriotes qui viennent des milieux ruraux, que Dieu a béni, par exemple, qui ont assez de moyens, et souvent, eux recourent à cette viande de brousse parce qu'ils peuvent dépenser de l'argent et acheter. On se rend compte qu'il y a certains restaurants, même à Kinshasa, qui vendent justement des mets constitués justement de cette viande de brousse. Est-ce qu'on a eu aussi l'occasion de sensibiliser ces gens-là? Bon, maintenant, il fallait d'abord, premièrement, entreprendre l'étude. Ah, d'accord. À l'issue de l'étude, les résultats de l'étude devraient maintenant être valorisés. Mais comment est-ce qu'on devrait valoriser les résultats d'études? C'est à travers une campagne de sensibilisation. Et la campagne de sensibilisation qu'on a jugée ici pertinente était une campagne de sensibilisation positive. Et cette campagne de sensibilisation positive devrait d'abord cibler les demandeurs de viande de brousse dans les centres urbains. Et à travers cette campagne de brousse-là, on veut inciter les gens au plaisir de consommer des plats congolais sans viande de brousse. Et on est en train justement de monter des stratégies pour y arriver et montrer que c'est savoureux, le repas congolais, le plat congolais, la cuisine congolaise. Mais il ne faut pas y mettre la viande de brousse qui est aujourd'hui sujette à des pressions diverses. Très bien, mais ceux qui nous suivent se posent la question, est-ce qu'ici on est tenté de nous interdire de consommer cette viande de brousse ou comment? Ou on nous dit, consommer mais avec en toute rationalité ou avec modération. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de manger la viande de brousse parce que c'est déjà enclin dans la culture congolaise, par exemple. Et il y a des communautés qui ne vivent que de produits de chasse et qui vraiment, la viande de brousse, pour qui la viande de brousse est associée à leur vie, à leur mode de vie, à leur existence. Et pour ces communautés, les interdire la viande de brousse, c'est les interdire la vie. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui interdire aux gens de consommer la viande de brousse. D'ailleurs, dans nos lois,
aucune loi n'interdit la consommation de la viande de brousse. Ça réglemente. Ça réglemente seulement pour qu'il n'y ait pas une consommation excessive et qui va aboutir, par exemple, à la disparition des espèces. Ou bien à la menace, parce qu'il y a déjà aujourd'hui des espèces qui figurent sur la liste rouge de l'Union internationale de la conservation de la nature, et ces espèces-là sont menacées d'extinction. C'est-à-dire une petite pression supplémentaire sur ces espèces va inévitablement entraîner l'extinction de ces espèces et on ne les verra plus jamais. Et donc, c'est ce qu'on veut éviter à travers cette campagne, à travers ce programme qui veut être lancé. Réduire la demande de viande de brousse dans les centres urbains. Cette réduction des demandes va impacter la réduction des activités de chasse dans les milieux communautaires, dans les milieux ruraux. Et à ces moments-là, il y aura donc une assurance que les produits de chasse et par conséquent les espèces de faune ne seront pas vraiment sujettes à des menaces. Mais lorsqu'on essaie de rentrer maintenant dans ces milieux ruraux, on se rend compte que, vous l'avez suivi même à travers cet élément que nous avions eu à balancer, il s'observe que certaines espèces qui sont totalement protégées sont aujourd'hui commercialisées et tuées, abattues et consommées. Ça veut dire que ces espèces finissent leur course dans nos assiettes. Et pas seulement dans nos assiettes, aussi dans nos ventres. Et c'est ce que l'on déconseille et surtout c'est ce que l'on ne voudrait pas. Oui, justement parce que ce que je venais de dire, l'écologie des projets. C'est-à-dire que, par exemple, le projet Kibra qui travaille dans les milieux urbains devrait travailler en collaboration avec le programme SWIM qui est dans les milieux ruraux. La campagne ici mise en place, ça s'appelle campagne de changement de comportement. Pour qu'on ne puisse plus avoir beaucoup d'appétence pour la viande de brousse, mais qu'on puisse commencer à la manger avec modération pour qu'il y ait toujours suffisamment de viande de brousse pour ceux qui la désirent. Et donc, si cette campagne de sensibilisation en milieu urbain peut être aussi extrapolée jusque dans les milieux ruraux, ça va produire des résultats. Et je pense que le programme SWIM va devoir s'inspirer de cette campagne pour l'amener aussi, par exemple, dans l'aire protégée autour de la réserve de faune à Okapi, dans les milieux communautaires là-bas, pour que les peuples autochtones et les communautés locales puissent s'approprier cette campagne et que tout le monde soit conscient finalement de l'importance de traiter la viande de brousse avec modération. Alors, il n'y a pas que le programme SWIM, parce que lorsque vous parlez du programme SWIM, nous sommes à la RFO, à Epoulou, mais nous avons beaucoup d'aires protégées à travers la République, d'aires protégées qui regorgent des espèces des grandes envergures. Ça veut dire que ce sont des actions qui doivent s'étendre finalement à travers toute la République de manière à ce que l'on puisse s'assurer de la préservation de cette biodiversité. Sinon, on aura préservé dans un coin et ailleurs, ça sera la crasse. Vous savez, dans un contexte où les ressources, la plupart du temps, matérielles et financières, sont limitées, on ne sait pas travailler, à grande échelle. C'est pourquoi il faut d'abord commencer par des sites qu'on appelle des sites pilotes pour essayer de tester. Parce que ce sont des tests qu'on fait, par exemple. Est-ce que le test va marcher? S'il marche à ce moment-là, on peut être sûr qu'on peut l'exploiter dans d'autres milieux et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut être garanti des résultats escomptés. Et c'est pourquoi on a dit, bon, il faut d'abord commencer quelque part. Mais par exemple, la République démocratique du Congo, il n'y a pas que Kinshasa qui consomme la viande de brousse comme centre urbain. Il y a d'autres centres urbains qui ont par exemple aussi des fortes demandes en viande de brousse, des centres par exemple qui sont proches des carrés miniers, par exemple Lubumbashi. Nous avons aussi par exemple Goma, nous avons Bukavu, nous avons Kisangani. Ces centres-là ont aussi des fortes demandes en viande de brousse. Et donc ici, il faudra essayer de vérifier d'abord les résultats des activités qui sont menées sur place. Est-ce que la campagne va réussir? Par exemple, à Kinshasa, on dit Yoka Pimbo. C'est-à-dire on peut savourer la cuisine congolaise sans viande de brousse. Si ça produit des résultats,
à ce moment-là, on peut l'exporter dans d'autres villes. Par exemple, à Kisangani, on consomme aussi. Tu vas trouver dans le marché à Kisangani, dans la province de la Chopo, il y a toujours presque, en tout cas en permanence, d'énormes quantités de viande de brousse, que ce soit en période de clôture de chasse, que ce soit en période d'ouverture de chasse. Et donc, toutes ces demandes-là, il faut essayer d'abord de voir est-ce que ça va produire des résultats. Si les résultats sont probants, à ce moment-là, on peut amener les résultats dans d'autres centres pour que finalement, on puisse fédérer les efforts et arriver aux résultats qu'on est en train d'attendre, c'est-à-dire la diminution de la demande en viande de brousse. Voilà, espérons que ça va marcher. Alors, on va revenir à une question qui a été posée par un des participants pour dire est-ce qu'on implique trop l'ICSN aussi dans ce genre de projet, parce que vous savez, il faut que l'on puisse arriver à cette préservation de cette biodiversité, que l'on s'est retrouvé dans les différentes aires protégées. Est-ce que l'ICSN aussi est impliqué dans tous ces projets-là? Nous reprenons la question posée par cet éminent participant. Bon, l'ICSN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Si vous suivez tout ce qui est en train d'être dit, c'est pourquoi? C'est justement pour conserver la nature. C'est-à-dire l'ICSN n'est nullement à l'écart. L'ICSN est associé de l'amont en aval. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si nous parlons de la réserve de faune à Okapi, là-bas, c'est la cogestion qui est mise en place, c'est-à-dire une gestion concertée entre l'ICSN, qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, un partenaire gouvernemental, et puis il y a maintenant une organisation internationale qui vient en rescousse, c'est-à-dire Wildlife Conservation Society, WCS. Et les deux fédèrent les efforts pour assurer cette conservation de l'aire protégée, qui est du reste une aire inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial aujourd'hui en péril. Et donc l'ICSN est vraiment impliqué. C'est-à-dire ce qui doit être fait, c'est que l'ICSN s'approprie maintenant les résultats qui sont en train d'être obtenus dans ces études pour dupliquer ou répliquer, multiplier ces résultats dans d'autres sites. Par exemple, le WCS, comme nous l'avons dit, travaille seulement avec certaines aires protégées dans certains milieux et il n'est pas dans toutes les aires protégées gérées par l'ICSN. Par exemple, aujourd'hui, on avoisine une centaine d'aires protégées. Et parmi les 100 aires protégées, si l'ICSN commence à capitaliser les résultats de tout ce qui est en train d'être fait dans certains sites et les répliquer dans d'autres sites, à ce moment-là, ça va donner beaucoup plus de résultats. Imaginez, par exemple, aujourd'hui, on a abouti à un des résultats phares, c'est-à-dire on a soustrait le parc national de la Salonga dans la liste rouge de l'UICN. Aujourd'hui, donc, il n'est plus patrimoine mondial en péril, il est patrimoine mondial tout fait. C'est-à-dire, à ce moment-là, on peut aussi capitaliser les efforts et voir comment est-ce qu'on peut apprendre des résultats qui ont été menés à la Salonga pour dupliquer ça dans d'autres sites, dans 4 autres sites qui sont sur la même liste qui est en péril. Nous avons Kaouzi-Biega, nous avons Virunga, nous avons la réserve de faune à Okapi, etc. Et donc, aujourd'hui, que l'ICSN maintenant fédère tous ces efforts pour essayer d'aboutir à un plus grand résultat. Alors, c'est bien dit, un travail doit être fait, mais en même temps, on se pose la question, est-ce que l'UBVCS a eu à contacter aussi le gouvernement, parce qu'il y a un arrêté qui autorise aujourd'hui lâchement l'abattage de ces espèces de la faune. À autant d'argent, on peut abattre facilement un éléphant. À autant d'argent, on peut abattre facilement les gorilles des plaines de l'Est, de l'Ouest, les gorilles des montagnes. Et avec cet arrêté, il sera très difficile d'atteindre justement les objectifs que l'on s'assigne en amont. Vous savez, les textes sont faits par les hommes. Les mêmes hommes ont le pouvoir de défaire ce qui est fait. Et aujourd'hui, on a par exemple la Cour, je crois, le Conseil d'État. Bon, non, à part les conseils d'État, il y a une juridiction
qui est habilité aujourd'hui, par exemple, à revenir sur certaines décisions. Notamment le Conseil d'État d'abord, qui peut vraiment faire ce travail. Oui. Mais la question, est-ce qu'en organisant, en initiant un tel projet et en voulant lancer une telle campagne, est-ce que l'on s'est dit aussi qu'il y a quelque chose qui bloque pour que l'on puisse rencontrer le gouvernement congolais qui est un partenaire, échanger pour voir dans quelle mesure on peut aussi mettre de côté cet arrêté de manière définitive pour que l'on puisse s'assurer de la préservation de ces espèces qui sont du moins des espèces totalement protégées. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui se sont levées. Il y a des bouches qui se sont décousues. La société civile environnementale qui a eu environnementale à organiser même des grandes activités. Tout à fait. Et il y a d'autres partenaires au développement qui ont décrié cet arrêté-là. Donc, ce qui doit être fait pour le moment, c'est d'abord essayer d'abroger cet arrêté et étudier le contour pour voir est-ce qu'il y a nécessité de mettre une réglementation pour savoir, par exemple, que si on attrape un braconnier avec une telle espèce, comment on va lui faire payer l'amende. OK? Mais on n'est pas autorisé clairement l'abattage de certaines espèces. Parce que on peut avoir une chasse réglementée, une chasse contrôlée. Si par exemple les populations d'une certaine espèce sont multipliées et à ce moment-là, l'espèce commence à avoir beaucoup plus de menaces sur la population humaine, à ce moment-là, on peut organiser une chasse contrôlée et ça suit les normes. Ça suit les normes et puis ça peut aider aussi au développement local. Mais dire que officialiser l'abattage, non, ça c'est inacceptable à ce moment-là. Donc nous devons, nous tous, en tant que des scientifiques, en tant que des gens soucieux de la conservation de la biodiversité, on peut essayer de continuer à faire pression pour que finalement cet arrêté-là soit abrogé et s'il y a nécessité de mettre en place plutôt des normes qui vont régulariser certains cas spécifiques, à ce moment-là, on peut voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un acte pareil. Là, ça implique justement la mise en place aussi des juridictions spécialisées en matière environnementale pour que l'on puisse s'assurer justement de la traque de tous ceux qui peuvent s'illustrer dans de tels actes. Parce que malheureusement, la République démocratique du Congo devient de plus en plus un pays où on abat des espèces comme l'on veut, même ces espèces qui sont totalement protégées, on ne sait pas vraiment leur accorder cette place de choix que l'on veut leur accorder de manière à ce que l'on puisse assurer leur durabilité. Et à ce moment-là, tant qu'on n'aura pas de juridiction ou encore on n'aura pas des instances judiciaires qui seront justement attitrées sur ces questions-là ou ces matières environnementales, ça sera très difficile que l'on réussisse justement ce pari. Oui, justement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut associer tout le monde dans la prise des décisions. Très bien. C'est ça la gestion participative qui est prônée. C'est-à-dire on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et prendre des actes sans consulter les autres. Aujourd'hui, la gouvernance devra être une gouvernance partagée, participative. Et à ce moment-là, si on consulte les gens, on peut avoir tous les contours du dossier et puis savoir justement quelle est la décision à prendre et qui s'impose. Aujourd'hui, par exemple, combien de juristes sont formés dans la répression des crimes environnementaux? Combien de juristes sont intéressés par les questions environnementales? C'est le mot que j'ai cherché, parce que formés, il y a de ceux qui peuvent accepter d'être formés, mais intéressés, parce que dans la plupart des cas, chez nous, c'est l'argent. On veut bien s'intéresser à des dossiers qui rapportent, mais avec les dossiers environnementaux, on s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais gagner? Mais c'est ça, justement. C'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés et informés là-dessus, et parce qu'ils ne s'y intéressent pas suffisamment. Mais si vous voyez les juristes qui se sont spécialisés sur les questions environnementales, ils sont déjà bien positionnés et ils ont beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités parce qu'aujourd'hui, les questions environnementales sont les questions d'ordre global, d'ordre universel, et puis ce sont des questions colossales qui parfois mettent en jeu beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si
on a pas seulement les juristes, même les sociologues, les gens des sciences humaines, les gens des sciences sociales, les gens des sciences économiques, s'ils s'intéressent aux questions environnementales, à ce moment-là, on va essayer de trouver beaucoup plus de résultats. Parce qu'aujourd'hui, les questions environnementales ne concernent pas que les seuls environnementalistes. Aujourd'hui, on a quand même les partis verts, les partis écologistes, c'est-à-dire les politiciens même commencent aussi à s'intéresser à l'environnement parce qu'on sait qu'il y a encore de la matière là-bas. Reste à savoir s'ils s'intéressent véritablement pour assurer cette sauvegarde de la biodiversité. Parce qu'avec notre pays, souvent c'est pour des intérêts personnels et partisans. Et après, lorsqu'on obtient un poste de responsabilité, on oublie le fait qu'on était écologiste, on oublie cette valeur scientifique que l'on a. Maintenant, ce sont des intérêts personnels qui vont primer parce que nous étions en train d'évoquer cet arrêté. On se dit, c'est lui qui a pris cet arrêté, c'était un juriste. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui devait avoir quand même une maîtrise de ces genres de questions. J'ai suivi quelque part quelqu'un en train d'évoquer le fait que cet arrêté serait déjà évoqué en 2006 et qu'il fallait voir les motivations qui ont amené à cet arrêté. On s'est dit, même si on regardait les motivations, même si on pouvait rentrer en 2006, mais en 2006, il n'y avait pas la loi numéro 14 sur la conservation de la nature. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se justifier par rapport à un tel acte. Quand c'est un acte qui n'est pas acceptable, il faut dire clairement que c'est inacceptable parce qu'aujourd'hui, nous avons cette ONG internationale qui s'est dit, il faut que nous puissions réduire sensiblement cette liste rouge de l'UICN avec des espèces qui sont menacées d'extinction. Il faut que nous menions des campagnes au niveau des centres urbains pour réduire sensiblement cette consommation de la viande de brousse. Mais entre-temps, on s'est dit, ici, on va mener une campagne pour réduire cette consommation. De l'autre côté, on autorise cet abattage et ça deviendra très compliqué. Ça va même biaiser les résultats même du travail qui sera fait. Ce que j'ai aimé dans cette campagne-là, c'est le titre même, l'intitulé de la campagne. Campagne des changements de comportement. Et c'est une campagne positive où on est optimiste. On sait que si on montre clairement les gens sans leur faire peur que voilà, si vous commettez cet acte ici, les conséquences seront fâcheuses, mais si vous adoptez plutôt un tel comportement, les conséquences seront heureuses. À ce moment-là, le changement de comportement ne concerne pas que les populations qui sont en train de s'adonner à la chasse. Le changement de comportement ne concerne pas seulement les populations qui sont en train de consommer les produits de chasse et qui demandent la viande de brousse, mais le changement de comportement vise aussi les autorités qui prennent les décisions. De quelle manière on prend les décisions? De quelle manière on conçoit les projets et les idées? De quelle manière on vise atteindre les résultats qu'on espère avoir? Et si déjà il y a ce changement de comportement au plus haut sommet du niveau de l'État, à ce moment-là, le changement sera justement impliqué jusque dans les niveaux inférieurs, dans les strates inférieures de la société. Et justement, aujourd'hui, si nous commençons à changer le paradigme, le changement de notre paradigme commence par notre mentalité. Si nous changeons le mode de pensée, nous travaillons l'homme dans toute sa dimension, dans toutes ses valeurs, dans toutes ses perceptions, à ce moment-là, on peut être sûr qu'on va aboutir au changement tant espéré. Le contraire serait comme courir en battant l'air. Très bien. Alors on a évoqué les cas des poissons. Au-delà du fait qu'il peut y avoir une certaine pression qui puisse s'exercer sur ces espèces halieutiques avec cette pêche non réglementée que vous avez eu à évoquer, mais il y a aussi certaines actions anti-écologiques qui sont menées, qui vont dans le sens de polluer même les cours d'eau. Vous avez les cas de Chikapa, vous avez les cas de Kasaï, vous avez les cas du fleuve Congo où de temps en temps on ne cesse de pleurnicher pour dire on a trouvé des poissons morts, on a trouvé des poissons présentant des lésions, on a trouvé ceci, cela, mais malheureusement les autorités ne sautent ou encore semblent être intéressées seulement lorsqu'il y a des cas graves. Mais lorsque ça commence et que l'on lance des cris d'alarme pour que l'on trouve des solutions, en ce moment-là, les autorités font la sourde oreille. Un dicton dit:
l'homme prudent voit le mal au loin et le prévient. Nous devons être beaucoup plus clairvoyants et prévenir le mal. Mais aujourd'hui, on est en train de prôner, par exemple, une gestion transfrontalière des ressources naturelles. Mais on vous dira que ces menaces-là ne viennent pas de l'interne, ce sont des menaces externes. Et à ces moments-là, qu'est-ce qui a été mis en place pour régler des différends pareils? À ces moments-là, donc, nous devons encore travailler beaucoup plus sur notre politique, tant interne qu'externe. Et à ces moments-là, on peut mettre des garde-fous pour essayer de limiter les dégâts à venir et qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses, non seulement sur les ressources naturelles, mais également sur l'homme. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez des cas de pollution des eaux, des rivières Chikapa, des Kasaï, du fleuve Congo, ça affecte directement aussi la santé humaine. Et aujourd'hui, donc, on peut arriver à mettre en place une politique de développement durable qui prend en compte toutes ces réalités. Ça veut dire qu'il y a un grand travail qui doit être fait à tous les niveaux. Tout à fait. Et même au niveau des écoles. La rentrée scolaire s'annonce déjà, au 4 octobre prochain. Et bon, on a promis qu'on devait insérer des matières d'environnement au niveau des... On ne cessera jamais de parler de ça, jusqu'à ce que notre voix sera entendue. On a promis d'insérer les matières écologiques au niveau du programme d'enseignement, mais jusque-là, rien ne fait. C'est depuis l'année scolaire 2018-2019 que cette promesse a été faite. Cette année est passée. L'année scolaire 2020-2021 s'est achevée le 8 ici. L'année scolaire 2021-2022 s'annonce sans pourtant que l'on puisse déjà avoir ne fût-ce que des échos que les experts des deux ministères, ça veut dire EPST et environnement, sont en train de travailler pour élaborer justement ce programme qui devrait être mis en exécution de manière à ce que l'on puisse avoir des enfants qui seront formés sur ces questions, de manière à ce que d'ici 5 ans, 10 ans, nous puissions avoir une génération des éco-citoyens, des personnes, et des hommes et des femmes qui vont agir justement en faveur de cette préservation de l'environnement et surtout de cette biodiversité qui est en train de subir cette pression de la part de l'homme. Tout à fait, nous devons y travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il ne faut pas prendre des décisions cavalières. On dort, on se réveille et on intègre les matières, par exemple écologiques, dans l'enseignement, sans savoir qu'est-ce qu'on vise là derrière. Aujourd'hui, par exemple, vous avez suivi, on a annulé la faculté de médecine dans plusieurs universités de la République et on a retenu que 16 facultés de médecine au niveau de tous les pays. Mais des décisions comme ça, est-ce qu'elles ont été aussi concertées? Parce que justement, on peut trouver que ça ne produira pas de grands résultats, étant donné que les 16 seront maintenant saturés. Mais donc, quels sont les mécanismes, les mesures qu'on a mis en place? On n'a même pas réglementé en amont avant d'arriver à ces stades-là. Les mécanismes qu'on a mis en place pour essayer de traiter ces problèmes-là. Et est-ce qu'on a pensé à ceux qui sont dans des facultés dites bidons? Et est-ce qu'on a pensé à ces étudiants-là? Mais leurs parents continuent à payer d'énormes sommes d'argent pour leur payer la scolarité, bien que dans ces conditions-là. Est-ce qu'on y a pensé? Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est préparer sérieusement cette insertion pour que l'insertion ne soit pas que de nom, mais que l'insertion des matières écologiques dans le système d'enseignement puisse produire des résultats. Très bien, ça il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut que l'on puisse travailler en amont. Il ne faut pas que ça soit à la va-vite, comme on l'a vu avec la gratuité qui a été insérée comme ça, avec toutes les conséquences qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui. Mais du moins, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine d'actualité Savoir en parler. Un dernier mot, peut-être un message que vous pouvez lancer et aux autorités, à la population qui est en train de vous suivre, de manière à ce que tous nous agissions en faveur justement de cette réduction de la consommation de la viande de brousse. La campagne de sensibilisation mise en place par le projet Kibra, initié par Wildlife Conservation Society en partenariat avec le gouvernement congolais, est innovante. Il faut maintenant que la campagne puisse suivre une étape d'accélération afin qu'elle soit vraiment médiatisée, comme vous l'avez proposé, qu'il y ait
une diversification des chaînes des médias qui vont apporter le message afin que tout le monde puisse capter le message et puis que tout le monde puisse s'approprier les actions à mener afin qu'on puisse aboutir aux résultats escomptés pour le bien-être de la nature et de l'homme. Très bien, il faut préserver cette biodiversité, il faut protéger davantage la nature parce que, comme nous n'avons jamais essayé de le dire, l'homme, sa vie dépend de cette nature, sa vie dépend entièrement de cette biodiversité. Donc, il a intérêt à agir en faveur de la préservation et la protection même de cette biodiversité. Daniel Mukoubi l'a dit, vous l'avez suivi, nous osons croire que déjà cet appel constitue une sensibilisation et que d'ici là, on verra exactement cette grande réduction de la consommation de la viande de brousse dans nos maisons. Même si vous aimez bien cette viande, ne vous en faites pas. Vous pouvez aussi bien consommer, bien manger en ayant un repas, un mets sans viande de brousse chez vous. Au Kolubape na Lingala Yokapimbo. Je pense que c'était ça le message. C'est par cette note que nous allons boucler la boucle. Merci beaucoup à Daniel Mukoubi d'être passé, d'en savoir en parler justement pour aborder cette question avec nous sur la réduction de la consommation de la viande de brousse. C'est à moi de vous remercier, M. Michel Lukoki, pour l'invitation. Voilà, merci à Kale Mwanza, merci à Job Bassaï qui nous ont permis d'arriver jusque chez vous. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez fidèles à nos programmes, le seul programme qui ne vous cause pas de constipation. Au revoir.